Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai trouvé l'ashram, le monastère, où j'ai vécu en Inde pendant presque 4 ans et comment ce chemin incroyable s'est tracé dans ma vie. Alors il y a quelques années, si tu as déjà écouté certains de mes podcasts, je te racontais que j'étais extrêmement déprimé et que je ressentais un mal-être tellement puissant que j'avais même plus envie de vivre. Je me suis rendu en Inde et je m'étais dit que ceux qu'on appelle les mystiques dans ce pays-là, j'avais personne je savais pas qui rencontrer, j'avais pas de plan, mais j'avais juste dans l'espoir que la vie puisse me donner une opportunité de rencontrer ces êtres que l'on appelle des mystiques et que possiblement ils pourraient m'aider dans cette quête d'aller mieux et de comprendre un peu plus la vie. Au bout de 6 mois de voyage, et franchement ça a été 6 mois qui pour être honnête n'ont pas été faciles, mais au bout de 6 mois, je me suis retrouvé dans un ashram. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un ashram, c'est un peu comme un monastère. Je me suis retrouvé dans un ashram dans le sud de l'Inde, dont le maître s'appelle Ramana Maharshi. Donc Ramana Maharshi, c'est certainement l'un des plus grands maîtres et aussi mystiques que l'Inde ait connu. Et donc je me suis retrouvé dans cet endroit assez incroyable, mais ne sachant pas ce qui m'arrivait. Mais Ramana n'était plus dans son corps, c'est-à-dire que ses enseignements étaient encore disponibles. Il y a une grande librairie, j'ai été accueilli par l'ashram et par le monastère pour y rester quelques jours. Bref, cette petite visite de quelques jours a déjà changé ma vie, mais les semaines ont passé, les mois ont passé, et je ressentais à l'intérieur cette démangeaison que de vouloir vivre dans la proximité directe d'un maître qui est complètement réalisé. Donc pour ceux qui savent pas, un maître qui est réalisé, c'est tout simplement quelqu'un qui est comme un Bouddha ou comme un Jésus. C'est quelqu'un qui vit de manière permanente et naturelle dans cet état où le mental est complètement éteint, où on a repris la maîtrise totale de notre mental et de toute cette activité que sont nos pensées et nos émotions. Et donc j'avais envie de vivre dans la proximité directe de l'un de ces maîtres, mais je ne savais pas où aller. Donc je suis retourné, je crois 6 mois ou un peu plus dans l'ashram de Ramana, donc dans le sud de l'Inde, ce premier ashram où j'étais quelques jours, du coup quelques années avant cette deuxième visite. Et j'avais fait tout un itinéraire des grands monastères de l'Inde dans l'espoir de rencontrer justement un maître dans l'un de ces monastères, justement pour y rester et y vivre dans la proximité de l'un de ces maîtres, de ces monastères que j'avais prévu de visiter. Et du coup, j'arrive à la gare du village de l'ashram de Ramana. Donc le village s'appelle Tiruvannamalai. J'arrive à la gare et donc j'achète tous mes billets de train pour prévoir mon itinéraire à la rencontre de ces différents monastères dans l'Inde. Et je m'assois dans une espèce de salle d'attente, si on peut appeler ça une salle d'attente à la gare. Une chaleur pas possible, un monde de fous, enfin bref. Je pense qu'on peut comprendre ce que c'est que si on a déjà été en Inde. Sinon, on peut pas se rendre compte du chaos que c'est en fait. Et donc, je m'assois dans la salle d'attente, j'achète mes billets de train. Et comme je suis assis, à côté de moi, il y a un autre blanc qui s'assoit, un autre occidental, c'était un Américain. Et il n'arrivait pas à remplir son formulaire pour son billet de train en fait. Et moi c'est vrai que j'avais déjà tellement pris le train en Inde que je lui dis non mais en anglais je lui dis si vous voulez je peux vous le remplir, c'est assez facile, j'ai l'habitude quoi. Et donc je lui remplis, on discute et lui il me dit et toi qu'est-ce que tu fais? Je lui dis moi j'aimerais bien rencontrer un maître qui soit aussi puissant que Ramana, mais je sais pas où aller. J'ai fait un itinéraire et bon je verrai bien. Et je le regarde et je lui dis si seulement aujourd'hui il existait encore un maître qui soit aussi puissant que Ramana. Et il me regarde et il me dit apparemment il y en a un dans le centre de l'Inde. Alors là je le regarde, je dis ah bon? Et il me dit apparemment il y en a un et vraisemblablement
son pouvoir, enfin, sa force et sa puissance est à la hauteur de celle de Ramana. Et je lui dis, mais de où est-ce que tu tiens ça, en fait, que lui, il est aussi grand? Il me dit, bah, c'est simple, en fait, toute la famille de Ramana qui aujourd'hui est encore en vie, ils vont tous se recueillir chez lui. Mais c'est un sage, en fait, qui n'est absolument pas connu, par un grand public, quoi. Les Indiens le connaissent, la communauté, la communauté hindouiste d'Inde le connaît, mais mis à part ça, personne ne sait qui il est. Je lui dis ah bon, mais je lui dis mais est-ce que vous avez l'adresse? Et là, je m'en souviendrai toujours. Il met sa main dans sa poche, il tire cette feuille, et sur cette feuille il y avait l'adresse et il me la donne. Et il me dit bah tu sais quoi, vas-y. Et j'ai annulé tous mes billets de train. Et je suis retourné au comptoir et j'ai dit voilà, j'annule tous mes trains que j'avais prévus, tout mon itinéraire et je veux aller là. Et donc ce monsieur en l'occurrence, c'était un professeur, je crois, de théologie dans une très grande université à Miami et il enseigne en fait les différentes religions, les différentes spiritualités qu'il existe dans le monde. Et il a été invité en fait par l'ashram de Ramana pour rencontrer justement sa famille. Et c'est sa famille qui lui a donné cette adresse-là sur ce petit bout de papier. Et ce monsieur n'est jamais allé dans cet ashram chez ce maître-là. Jamais. Par contre, on est resté en contact et on s'est souvent écrit par mail et il m'a souvent demandé des nouvelles pour savoir comment c'était. Donc le lendemain, j'ai fait mes valises, j'ai pris le train. Oh là là, je crois que c'était 48 heures de train. Enfin, c'était tellement long. C'était dans un petit village. Enfin, c'est dans un petit village qui est à 600 km d'Hyderabad. Mais je sais pas si vous avez déjà vu le film Lion. L-I-O-N-S, je crois, ou L-I-O-N, Lion. Le petit village à la fin, dans le film, c'est exactement ça en fait. J'arrive dans ce village, oh là là, mais je pense que si j'avais atterri sur la Lune, mais je le pense vraiment, hein, que si j'avais atterri sur la Lune, j'aurais été moins dépaysé que ce village. Je me vois encore sortir du bus, et un bus en Inde, il faut le voir pour le comprendre en fait. Je me vois encore sortir du bus dans ce village-là avec un amas de bananes par terre devant moi et ces locaux qui, je pense, n'avaient jamais vu de blanc de leur vie me regardaient avec des yeux, mais comme si un alien venait d'atterrir dans leur village. Par contre, ils ont vite compris que si j'étais là, la seule raison pour laquelle je pouvais me rendre dans ce village, c'était pour aller dans l'ashram, dans le monastère de ce maître. Donc ils m'ont regardé et ils ont mis leurs doigts dans une direction et ils m'ont dit c'est là-bas. Et donc j'avais compris que c'était bien ça. Donc j'ai marché avec mes valises et là j'arrive dans ce monastère qui est assez majestueux quand même. Il est d'une verdure colossale. Et je rentre là-dedans avec mes valises, des champs absolument partout, des champs de lentilles, des rizières, des champs de blé, et là-dedans travaillait mais plein de monde. Et tout le monde était caché, en fait, ils étaient à même le sol en train d'enlever les mauvaises herbes ou de planter ou de je sais plus. Mais en tout cas, je voyais juste les dos de toutes ces personnes. Et comme je rentre à l'intérieur de ce monastère, de cet ashram, je vois en fait toutes les têtes qui se lèvent, qui me regardent. Et j'étais très content quand même d'être là. Bref, je rentre dans le monastère, je vais à la salle de méditation. Donc la salle de méditation, c'est la salle, c'est comme chez Ramana en fait, dans son ashram à Tiruvannamalai. C'est l'endroit où le maître, qu'on appelle Swamiji, c'est l'endroit en fait où le maître s'assoit et où tout le monde vient le consulter en fait. Et donc je suis allé là-bas parce que je savais qu'à un moment ou à un autre il allait y passer. Bref, c'était évident que j'allais rester là. C'était évident. Donc personne dans le village n'avait jamais vu de blanc avant que je vienne. Personne dans le monastère n'en avait jamais non plus vu. Donc autant vous dire que ça a été assez bizarre quand même. Par contre, ce qui était surprenant, c'est que, alors évidemment, tout le monde ressentait de la curiosité pour me rencontrer, mais personne ne semblait être très surpris. Ma présence semblait être très normale. Et donc, je discutais avec les gens du monastère, de l'ashram et les villageois, et je disais, c'est quand même marrant parce que
vous avez l'air d'être quand même très en paix avec le fait que je sois ici. Et ils me disent, oui, c'est parce que Swamiji nous a dit qu'il y a 3 mois, il y allait avoir un nouvel habitant dans le monastère et qu'il était blanc en fait. Qu'on allait recevoir un blanc dans 3 mois précisément. Et je suis arrivé à ce moment-là en fait. Et donc c'est un endroit où on travaille beaucoup dans les champs. Il y a beaucoup de construction, donc c'est surtout pour construire des centres médicaux qui sont mis à disposition gratuitement des villageois, où les médecins viennent mettre à disposition gratuitement aussi leurs services pour les gens. Pareil, toutes les cultures en fait du monastère, de l'ashram, toutes les cultures de lentilles, de blé, de riz, tout est redistribué en fait aux villageois. Et mis à part ces travaux-là, on médite. On médite toute la journée. Donc on se lève à 2 heures du matin. Moi je me levais tous les jours à 2 heures. On médite jusqu'à 7 heures. À 7 heures, en général, on va boire un chai, donc pour se donner un peu de force. Et à 8 heures, on médite de nouveau jusqu'à 11 heures. À 11 heures, il y a le déjeuner. Après, on fait une petite sieste, on se repose. Et à 13 heures, 14 heures, on va travailler dans les champs, ou là où il faut aller travailler, jusqu'à peu près 17 heures, 18 heures. Après, on mange, on dîne. Et après, tout le monde vient s'asseoir autour du maître jusqu'à 20 heures. Et on discute, il y a des échanges, lui répond aux questions qui lui sont posées, et à 20 heures, tout le monde va se coucher, et de 20 heures à 2 heures, et ben on dort, quoi. Et moi, je suis allé dans cet ashram-là, dans ce monastère, parce que j'avais envie de vivre dans la proximité d'un maître qui, comme dit, est réalisé. Mais c'est aussi que moi, je voulais faire l'expérience, en fait, de l'enseignement de Ramana. Je voulais faire cette expérience-là de ce silence, de cette dimension de moi-même où mon mental est complètement éteint. Et je me souviendrai toujours de cet enseignement qui m'a été donné, qui était le suivant. Si tu veux répondre à tes questions dans la vie, tu dois faire l'expérience de la mort avant que ton corps ne meure. Et pour avoir accès à cette dimension-là, pour en faire l'expérience, tu dois plonger à l'intérieur de toi-même. Et tu dois trouver cet endroit à l'intérieur de toi où tes pensées et tes émotions prennent naissance, et tu dois rester dans cet endroit-là et ne plus en bouger. Oh purée, je comprenais rien de ce qu'on me racontait. Je savais que c'était vrai, je le savais, mais je comprenais pas. Je peux pas vous dire combien de temps j'ai médité, comment j'ai médité. Je méditais jour et nuit. Je méditais jour et nuit. Je priais même la nuit pour que je n'ai plus sommeil, pour que je puisse méditer même la nuit, je m'en souviens. Le soir, j'étais les jambes croisées, les yeux fermés, et j'étais plongé à l'intérieur, et je me souviens, je disais, l'univers, ou peu importe, donne-moi la force de pas avoir de sommeil pour que je puisse méditer toute la nuit et continuer d'avancer. Bref, ça a duré quand même quelques années pour que mon mental se calme, pour que mes pensées se calment, parce que dans ma tête, c'était une centrale nucléaire. Hein. En termes de pensée et d'émotion, c'était catastrophique, quoi. Et j'ai médité. Et je crois que c'est au bout de 2 ans. Je me souviens que un matin, il devait être 3 heures du matin. Et là, j'ai eu ma première expérience. Cette première expérience du silence intérieur, où j'étais complètement conscient de cette dimension à l'intérieur de moi, mais conscient dans la présence de mon être, avec un mental qui est complètement éteint. Et à ce moment-là, je me souviens, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Et maintenant, je savais qu'il fallait que je naturalise ce silence et cette conscience à l'intérieur de moi-même. Et ça m'a pris encore quelques années, quoi. Et aujourd'hui, j'ai encore du travail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce silence ne me laisse presque plus tranquille, en fait. Ce silence sur lequel je me suis concentré tellement longtemps, du coup, maintenant, il est devenu normal. Et même en parlant avec les gens, en courant, en dansant, en chantant, en nageant, en criant, peu importe, la conscience intérieure de ce silence, de cet espace à l'intérieur, elle est omniprésente, tout le temps. Et ce silence, puisqu'en fin de compte c'est la seule chose que moi je connais, ou en tout cas que je connais intellectuellement, mais parce que j'en ai fait l'expérience aussi, c'est ce que je partage aujourd'hui en fait.
Et pour être honnête, des désirs, j'en avais beaucoup avant, pensant que quand ces désirs-là seront réalisés, je serai plus heureux, je ressentirai plus de satisfaction et plus de joie. Et j'ai encore des désirs aujourd'hui, certes, mais crois-moi et je te le souhaite à toi qui écoutes cet audio, quand tu feras l'expérience de ce silence-là, qui est disponible maintenant, à l'intérieur de toi-même, au moment où je te parle et au moment où tu m'écoutes, quand tu feras l'expérience consciente de ce silence à l'intérieur de toi-même, tu sauras que aucune expérience dans ta vie, aucune réalisation dans ta vie ne pourra te procurer un bonheur qui sera aussi grand que celui que ce silence à l'intérieur de toi, dont tu es conscient, peut te procurer. On dit que la conscience de notre silence, c'est la somme, c'est l'expérience de la somme de tous les bonheurs que l'on peut vivre, nous les êtres humains. Et l'exemple que je vais te donner, il est un peu grossier, mais je vais quand même te le donner. On dit que l'expérience que l'on vit lorsque l'on est plongé dans la conscience de notre silence intérieur, l'expérience qui s'en rapproche le plus, mais qui est quand même loin, mais l'expérience qui s'en rapproche le plus, c'est l'orgasme humain. Alors je sais que c'est grossier, mais ma foi, c'est comme ça. Si l'univers a donné cette expérience-là à l'être humain, l'orgasme, c'est certainement pour une raison. Et souvent, ce que j'entendais des maîtres, et de maîtres très éloignés, c'était que l'orgasme sexuel du corps humain était ce qui se rapprochait le plus de ce que l'on ressent dans la conscience de ce silence. Mais que ça en reste quand même très loin. Mais ça en demeure l'expérience humaine qui, si on doit donner un exemple en termes d'expérience humaine, alors c'est celle-là qui s'en rapproche le plus. Bref, voilà. J'espère que cet audio te sera profitable. J'espère que tu comprends à quel point cette notion de silence intérieur est importante. Même là, quand je te parle, tu peux écouter le silence entre mes mots. Le silence est toujours disponible, toujours. La question c'est vers quoi es-tu en train de tourner ton attention et ta concentration à l'intérieur de toi. Il a une fois été posé la question à mon maître en Inde, si on pouvait résumer tout ton enseignement en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Et il a répondu, l'attention. Ton attention. Ce qui veut dire la concentration. Là où tu tournes ton attention, là où tu tournes l'attention de ta conscience, c'est là que tu vas. Si tu tournes ton attention vers ton silence intérieur, alors tu deviens l'infini. Par contre, si tu tournes ton attention vers le monde de la forme, alors tu deviens cette forme et tu deviens fini, tu deviens limité. Voilà. Je te remercie pour ton écoute, je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très bientôt.